Dans l'ombre secrète sous la grande toile de la Seconde Guerre mondiale, 41 agents de la section F du Special Operations Executive britannique se sont déplacés tels des pièces d'échecs silencieuses et mortelles sur l'échiquier qu'était la France occupée. Aux côtés de leurs homologues masculins, ces femmes ont joué un rôle crucial dans le soutien à la résistance française et, en fin de compte, dans la libération de la France de l'emprise de l'Allemagne nazie. À la fin de la guerre, seulement 26 de ces femmes intrépides ont survécu, et ainsi la victoire des Alliés portait le goût amer de la perte pour celles qui restaient. 12 d'entre elles ont été exécutées, leur vie éteinte aussi brusquement qu'une bougie soufflée par le vent. Voici l'histoire de l'une de ces courageuses agentes féminines du Special Operations Executive Violette Rhin-Elisabeth Sabot. Violette Buchel est venue au monde dans le cœur radieux de Paris, le 26 juin 1921. Seule fille parmi ses 4 frères, elle était le fruit captivant d'une union intrigante. Son père, Charles-Georges Buchel, anglais, fut entraîné dans la Première Guerre mondiale comme chauffeur dans l'armée britannique. Alors qu'il servait son pays, il croisa la route de Réna Blanche-Leroy, une couturière de Pont-Rémy-Somme dont il tomba sous le charme. Après la fin des tirs d'artillerie de la Grande Guerre, ils s'installèrent à Londres. Charles devint homme à tout faire, travaillant comme chauffeur de taxi et vendeur de voitures. Cependant, lorsque les années 1930 arrivèrent, elles apportèrent avec elles la poigne glaciale de la Grande Dépression, et la famille Buchel n'y échappa pas. Charles et Rainer prirent la douloureuse décision d'envoyer la jeune Violette et son plus jeune frère, Dicky, vivre chez leur tante maternelle dans la tranquillité rustique de la Picardie. L'esprit aventureux de Violette trouva sa place et elle devint parfaitement francophone. La famille fut finalement réunie dans le sud de Londres peu après son 11e anniversaire. Violette s'épanouit en une jeune fille pleine de vie, un tourbillon d'énergie au milieu d'une bande de frères et de cousins. Qu'il s'agisse de gymnastique, de cyclisme ou de patinage sur glace, elle relevait tous les défis avec enthousiasme. Au fond, c'était un garçon manqué, passant d'innombrables heures à perfectionner son adresse au tir sous la tutelle sévère de son père. La rumeur disait qu'elle ratait rarement une cible. De retour à Londres, Violette a dû réapprendre l'anglais après son inscription dans une école à Brixton. Sa maîtrise du bilinguisme faisait d'elle une curiosité parmi ses camarades de classe, et à la maison, le français était souvent sa langue de prédilection. Sauf en présence de son père anglophone, avec qui elle se retrouvait souvent en désaccord. À la suite d'une vive dispute, elle osa même s'enfuir en France, mais comme la plupart des préadolescents tourmentés, elle rentra vite à la maison. Alors qu'elle entrait dans l'adolescence, Violette fut fascinée par le monde de la mode française. À 14 ans, elle devint apprentie d'un corsetier de South Kensington. Plus tard, elle arpentait les allées animées en travaillant chez Woolworths sur Oxford Street, et lorsque la Seconde Guerre mondiale éclata en 1939, elle travaillait au célèbre grand magasin de Brixton, Le Bon Marché. La jeune Violette n'aurait jamais pu imaginer qu'elle échangerait bientôt son aiguille et son fil contre une mitraillette Sten. À l'aube de 1940, Violette intégra la Women's Land Army, organisation visant à intégrer les femmes dans l'agriculture pour remplacer les hommes partis à la guerre. Elle rejoint les pâturages verdoyants de Ferrum, dans le Hampshire, où elle travailla comme cueilleuse de fraises. Cependant, il ne fallut pas longtemps avant qu'elle ne soit attirée de nouveau au cœur de Londres, où elle entra dans le ventre métallique d'une usine d'armement à Acton. C'est en travaillant là-bas, au milieu du chaos jubilatoire du défilé de la Bastille à Londres en 1940, qu'elle fit la connaissance d'Étienne Sebaud. C'était un homme d'origine hongroise et un sous-officier galant de la Légion étrangère française. Leurs cœurs se sont enlacés dans une romance tourbillonnante et enivrante. Leur courte idylle s'est conclue par un mariage intime seulement 5 semaines après. Violette, âgée de 19 ans, et Étienne, âgé de 31 ans, eurent à peine le temps de savourer leur bonheur nuptial avant que le devoir n'appelle Étienne ailleurs. Violette, devenue Madame Sabot, gérait les standards du bureau de poste central, ses doigts dansant sur les touches alors que le blitz faisait rage dehors. Pour Violette, la monotonie de son travail devint vite insupportable. Elle fut incitée à s'engager dans l'Auxiliary Territorial Service, ce qu'elle fit le 11 septembre 1941. Après une formation spécialisée en artillerie, elle fut finalement affectée à Frodsham, dans le Cheshire. Là-bas, elle fut surprise d'apprendre qu'elle était enceinte, et elle échangea donc rapidement son uniforme contre des vêtements de maternité et retourna à Londres pour attendre la naissance de son premier enfant.
Le 8 juin 1942, alors qu'elle vivait dans un appartement à Notting Hill, elle donna naissance à sa fille, nommée Tanya Seibo. Sans que Violette le sache, un jour après la naissance de Tanya, son mari affronta courageusement l'assaut de la 15e division blindée à Beer Hakaim, en Afrique du Nord. Violette reprit bientôt le travail, cette fois à l'usine d'aviation de South Morden, où son père travaillait. C'est pendant cette période qu'elle reçut la terrible nouvelle de la mort d'Étienne. Son cœur souffrait à l'idée qu'ils soient tombés sans avoir pu rencontrer leur fille. La mort d'Étienne a renforcé sa volonté d'accepter une formation d'agent de terrain auprès du Special Operations Executive britannique. C'était son hommage poignant à son amour perdu, sa rébellion personnelle contre l'ennemi qui le lui avait arraché. La manière exacte dont Violette Szabó s'est retrouvée recrutée par le Special Operations Executive reste entourée de mystères, son dossier officiel révélant peu de choses. Sa maîtrise du français et son passage à l'Auxiliary Territorial Service ont sans doute attiré l'attention du Special Operations Executive qui recrutait pour la section F, envoyant des agents en France occupés contre l'armée allemande. Nous ne pouvons donc qu'imaginer que Violette aurait reçu une invitation à se présenter à un entretien concernant un travail de guerre avec un homme nommé Édouard Poté. Derrière ce pseudonyme banal se cachait cependant Selwyn Jepson, le recruteur astucieux de la section F. Violette fut choisie pour le rôle exigeant d'agent de terrain et sa commission officielle la plaça dans les rangs du service infirmier auxiliaire, un déguisement civil souvent adopté par les femmes agents du Special Operations Executive. Son initiation au monde obscur de l'espionnage l'amena à STS, une école d'entraînement isolée nichée dans le vaste domaine de Winterfold House. Malgré quelques réserves, ses instructeurs l'ont envoyé à l'école d'entraînement spéciale 24 du groupe A, dans un autre camp d'entraînement caché au cœur des hautes terres écossaises. Ses performances ont encore reçu des avis partagés, mais elle a tout de même accédé au groupe B et à la dernière étape de sa formation. La prochaine destination de Violette était la prestigieuse école de perfectionnement du Special Operations Executive à Beaulieu, dans le Hampshire. Un tourbillon d'instructions l'attendait, de l'art de l'évasion à la cryptographie, en passant par la reconnaissance des uniformes, l'entraînement aux armes et explosifs. Le point culminant de son entraînement intensif fut la maîtrise du parachutisme à l'aéroport de Ringway, près de Manchester. Un incident lors de sa première tentative entraîna une grave entorse à la cheville, ce qui l'obligea à faire une courte pause pour se rétablir et retarda son premier déploiement en France. Après s'être remise de sa blessure, Violette revint terminer son cours de parachutisme, obtenant une mention de 2e classe en février 1944. En pause dans sa formation et sachant son prochain déploiement en France, Violette rédigea un testament léguant tous ses biens à sa fille Tanya. Se préparant à la guerre, Violette commença à se préparer pour sa première mission en France en tant qu'agent du Special Operations Executive. La première mission de Violette en France exigeait qu'elle serve de courrier pour le réseau Salesman, dirigé par Philippe Leheur. Cependant, après avoir reçu des rapports de France indiquant que plusieurs membres de la résistance dans la région de Rouen avaient été arrêtés par la Gestapo, la mission a dû être reportée. Ce retard inattendu s'est avéré providentiel pour Violette, lui donnant le temps de suivre un cours de remise à niveau en télégraphie, sans fil à Londres. Durant cette période, Violette a rencontré le cryptographe du Special Operations Executive, Léo Marx. Considéré comme un marginal par ses supérieurs pendant sa formation, Marx est ensuite devenu un héros du Special Operations Executive. À l'époque, le Special Operations Executive utilisait le système imparfait de code poétique pour chiffrer ses communications en morse. Violette a reçu une comptine française à utiliser comme code secret, mais voyant sa difficulté à l'apprendre et à la mémoriser, Marx a donné à Violette sa propre composition, La vie que j'ai, comme poème de code. Tout comme Violette et ses collègues agents du Special Operations Executive devaient en prendre des mesures pour assurer la sécurité de leur communication, nous devons également assurer la sécurité de nos identités en ligne en 2023. Passons au sponsor de cette vidéo, Surfshark VPN. Surfshark VPN chiffre vos données en ligne, vous protégeant des grandes entreprises et vous mettant à l'abri du vol d'identité en ligne et des potentielles cyberattaques. Si la promesse d'une vie numérique sûre ne vous convainc pas, considérez ceci. Surfshark VPN vous permet également de contourner les restrictions géographiques, en modifiant votre emplacement virtuel vers l'un de ses plus de 3200 serveurs répartis dans 100 pays. Cette fonctionnalité permet d'accéder à des bibliothèques et services de streaming mondiaux, parfois bloqués dans votre région.
Voici le meilleur. Surfshark VPN fonctionne sur plusieurs appareils simultanément, ce qui le distingue de la plupart des autres VPN. Surfshark offre 3 mois entièrement gratuits lorsque vous utilisez le code promo Philippe lors du paiement. Pour profiter de cette offre, cliquez sur le lien dans la description ci-dessous ou rendez-vous sur surfshark.deals/Philippe. Sous le couvert de l'obscurité, dans la nuit du 5 au 6 avril 1944, un avion Westland Lysander emmena Violette et Leur depuis la base de la Royal Air Force de Thamesford, dans le Bedfordshire, les déposant en France occupée par les Allemands, près du charmant village d'Azay-le-Rideau, dans la verdoyante vallée de la Loire. Violette prit l'apparence et l'identité de Corinne Rain-Leroy, une secrétaire commerciale. Opérant sous le nom de code Louise, un surnom affectueux de son passé, Violette et Lure, sous le nom de Major Charles Staunton, s'efforcèrent d'évaluer les dégâts causés par les arrestations allemandes. La tâche ardue de Violette était d'explorer les ruines d'un réseau qui comptait autrefois plus de 120 membres. Elle voyagea seule à travers la zone d'opération du réseau pour enquêter davantage. Ce qu'elle découvrit était sombre. Le réseau était en ruine irréparable, sa direction ayant été décimée. Violette retourna voir Lure et lui remit son rapport sombre. Sa mission, malgré de mauvaises nouvelles, avait réussi grâce aux informations que Violette avait obtenues sur les usines locales fabriquant du matériel de guerre pour l'armée allemande. Ces informations servirent à planifier les cibles alliées. Pour ses efforts, Violette fut promue enseigne. Violette est rentrée en avion en Angleterre le 30 avril 1944, mais n'a pas eu le temps de se reposer, car le débarquement allié du jour J était prévu quelques semaines plus tard. Rappelée rapidement en France pour sa deuxième mission, ce fut malheureusement la dernière. Le mauvais temps et les patrouilles constantes de l'armée allemande ont contrecarré 2 tentatives du Special Operations Executive pour renvoyer Violette en France. Puis, à l'aube du 8 juin 1944 seulement, 2 jours après le débarquement, Violette s'est envolée à bord d'un Liberator de l'United States Army Air Forces avec ses camarades agents du Special Operations Executive. L'équipe a été larguée en parachute à la périphérie de Limoges, dans le centre-ouest de la France. Sous le nom de code Salesman 2, l'équipe devait établir un nouveau réseau chez les groupes de résistance locaux et soutenir la libération de la France par les Alliés. Adoptant le pseudonyme d'une jeune veuve de Nantes, Madame Villeray, Violette avait pour mission d'aider à réorganiser le désordre des maquis locaux et de saboter les lignes de communication allemandes. Lehay fut déçu lorsqu'il découvrit, à sa grande consternation, que les maquis locaux étaient pas mal dirigés et mal préparés pour la tâche à accomplir. Avec une détermination affichée, Leher envoya Violette comme officier de liaison auprès des groupes de maquis plus actifs de Corrèze et de la Dordogne. Ces groupes étaient dirigés par Jacques Poirier du Special Operations Executive, chef du réseau récemment renommé Digger. À leur insu, ils opérèrent sous l'ombre imposante de la 2e division SS Panzer allemande, qui progressait lentement vers le nord en direction des champs de bataille de Normandie, à travers le territoire même où ils menaient leur reconnaissance, toutes leurs opérations. On peut soutenir que le manque de renseignements sur les mouvements de l'armée allemande dans la région coûterait finalement la vie à Violette. Violette partit en mission le matin du 10 juin. Contre l'avis de Lewis, qui préférait que Violette voyage à vélo, elle commit l'erreur cruciale de voyager comme passagère dans une Citroën conduite par un jeune chef maquisard au nom de code Anastasie, dont le vrai nom était Jacques Dufour. Armée d'une mitraillette Sten et de munitions, vêtue d'un tailleur léger et de chaussures plates, Violette se mit en route. Voyageant en défiance de l'interdiction allemande d'utiliser des voitures françaises après le jour J, le duo prenait le risque d'attirer encore plus l'attention sur eux en parcourant les 50 km jusqu'au prochain point de passage de Violette. Après avoir récupéré Jean Barriot, membre de la Résistance, leur trajet à travers les champs ensoleillés du centre-sud de la France fut soudain interrompu. Un barrage routier allemand apparut devant eux, juste à la sortie de Salon-la-Tour. Les troupes allemandes recherchaient prendre désespérément Helmut Kampf, le Sturmbannführer de la Waffen-SS, qui avait été enlevé par la résistance française. Les soldats allemands soupçonnèrent aussitôt en voyant le véhicule français au bord de la route. Alors que Dufour ralentissait, Barriot, désarmé, saisit l'occasion de s'échapper, sautant du véhicule et retournant à la base pour avertir l'équipe de vendeurs du danger imminent. Lorsque Dufour arrêta la voiture, lui et Violette passèrent à l'action.
Une fusillade intense éclata, les deux camps échangeant des tirs continus. Des blindés allemands arrivèrent rapidement sur place. Cloués au sol, Violette et Dufour franchirent une barrière et coururent vers un ruisseau. Au cours de cette fuite, Violette se tordit gravement la cheville, déjà blessée auparavant. Il lui était impossible de continuer à pied, alors elle pressa Dufour de poursuivre sans elle. Derrière le voile d'un champ de maïs, elle chercha refuge sous un pommier et assura un tir de couverture, permettant ainsi à Dufour de s'échapper. Pendant 30 minutes intenses, elle mena seule une guerre contre les Allemands. Lors de l'escarmouche, elle tua un caporal allemand et en blessa d'autres. Inévitablement, ses réserves de munitions furent épuisées. Blessée et seule, elle tomba entre les mains de son ennemi allemand. Violette fut rapidement transférée sous la garde du Sicherheitsdienst, le service de sécurité de la SS à Limoges. Là, elle fut interrogée pendant 4 jours. Elle ne donna aucune information, révélant seulement à ses ravisseurs son faux nom, Vicky Taylor. Elle a ensuite été transférée à la prison de Fresny à Paris pour d'autres interrogatoires et tortures par le service de sécurité. À ce stade, les Allemands étaient bien conscients de sa véritable identité et de son rôle en tant qu'agent du Special Operations Executive. Il n'y aurait pas de fin heureuse pour Violette. Alors que la 3e armée américaine de George Patton et les autres forces alliées se frayaient un chemin à travers la France vers Paris, les Allemands ont transféré leurs prisonniers français les plus précieux en Allemagne. Enchaînée à Denise Bloch, sa collègue du Special Operations Executive Violette et d'autres agents, dont de nombreux visages connus, furent entassés dans un train le 8 août 1944. À leur arrivée à Reims, ils furent enfermés dans une grande grange pendant quelques nuits agitées. Durant cette période, Violette, soutenue par une Bloch optimiste, lave ses vêtements et partage ses épreuves avec Harry Poulev. Leur voyage les conduisit à Sarrebruck, puis, après 18 jours difficiles, ils atteignirent le tristement célèbre camp de concentration de Ravensbrück le 25 août 1944. Ravensbrück, établissement pour femmes, accueillit Violette, Denise Bloch et Liliane Rolf, toutes agentes du Special Operations Executive. Bien qu'elles aient été contraintes à des travaux épuisants et aient souffert d'une faim dévastatrice pendant leur emprisonnement, Violette fit preuve d'une résilience qui s'avéra contagieuse parmi ses codétenus. Après avoir courageusement refusé de fabriquer des munitions dans une usine voisine, Violette et de nombreuses autres femmes furent ensuite contraintes de travailler en dehors des limites du camp, à creuser des pommes de terre. À l'approche de l'hiver, les femmes furent transférées dans un camp de punition à Königsberg, où elles durent affronter des travaux physiques brutaux. Soumises à des appels matinaux éprouvants et vêtues de légers habits d'été face au vent glacé de Prusse orientale, les prisonnières survivaient à peine avec leurs maigres rations. Malgré leur situation, Violette restait pleine d'espoir quant à une libération, tout en planifiant son évasion pendant qu'elle travaillait. À la fin janvier 1945, les 3 agents britanniques détenus en captivité, déjà éprouvés par leurs épreuves, furent déplacés à l'isolement, un coup qui ébranla finalement l'esprit pourtant résilient de Violette. Dans les allées froides et austères de Ravensbrück, l'histoire d'une jeune femme pleine de courage et de défis fut tragiquement interrompue. À seulement 23 ans, Violette fit face à la mort, s'agenouillant courageusement alors que la faucheuse, sous les traits du SS Rottenführer Schult, se tenait au-dessus d'elle. Le coup fatal résonna dans l'allée silencieuse, sous le regard impassible de Fritz Suren, le commandant du camp qui avait prononcé sa condamnation à mort. Ses compagnes Denise Bloch et Liliane Rolf, si affaiblies qu'elles furent transportées sur des brancards, subirent le même sort impitoyable. La date exacte de leur exécution n'est pas connue, bien qu'on pense qu'elle ait eu lieu le 5 février 1945 ou avant, soit un peu moins de 2 mois avant la libération du camp de Ravensbrück par l'Armée rouge. Dans une évaluation rétrospective, Max Hastings, en 2012, a salué l'héritage de Violette comme une femme adorée par les hommes et les femmes du Special Operations Executive, tant pour son courage que pour son rire cockney, contagieux et inépuisable. Les rapports de ses instructeurs mêlaient éloges et critiques, doutant de sa finesse et de son influençabilité, tout en admirant son enthousiasme et son désir de plaire. Le 17 décembre 1946. Violette était devenue la 2e femme honorée à titre posthume de la prestigieuse George Cross. Le gouvernement français lui a rendu hommage en 1947 avec la Croix de guerre avec étoile de bronze, puis en 1973 avec la médaille de la Résistance.
La George Cross de Violette, publiée au journal officiel le 17 décembre 1946, a été remise avec émotion à sa fille de 4 ans, Tania, par le roi George VI. Étienne Zabot a également reçu, à titre posthume, la Croix de guerre pour ses services militaires rendus à la France. Leurs distinctions font probablement de Violette et Étienne le couple marié le plus décoré de la Seconde Guerre mondiale. Dans le paysage médiatique, la vie de Violette Sabot a brillé comme un phare de bravoure, étant commémorée dans la presse écrite et le glamour du grand écran. Le film de guerre britannique de 1958, gravé son nom avec fierté, est adapté du livre éponyme de René Jeanmine. Tania Sabot a ensuite écrit un récit captivant des missions de sa mère en France, publié en 2007, sous le titre « Jeune, courageuse et belle ». Aujourd'hui, le nom de Violette Sabot demeure inscrit sur le mémorial Special Operations Executive de Valençay, un témoignage de son sacrifice pour la libération de la France.